Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journal édition du 20h, voici les titres. Les précisions du chef du gouvernement sur les opérations de retrait des enfants de la rue. L'exigence de sécurité prime sur toute autre idée visant à combattre un quelconque système d'enseignement, indique le Premier ministre qui a rencontré ce matin la Fédération des maîtres coraniques pour parler de cette question. Et puis, ce sont les symboles d'une banlieue en pleine mutation. Guédiawaye, Parcelles, Assénie, dans le cadre des reportages consacrés au Conseil des ministres décentralisé à Dakar. Focus ce soir sur ces villes voisines, démographie, infrastructure, économie, transport, entre autres. Tout sur le 4e département de la région de Dakar et sur l'une des communes où habitent plus de 300 000 personnes avec une vingtaine d'unitaires. Financement des PME, PMI, mise à niveau des entreprises, implication dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La rubrique économie de ce soir nous parle de tous ces aspects qui peuvent participer à améliorer la productivité et augmenter le taux de croissance au Sénégal. Bienvenue à tous. Série d'audience au Palais de la République. Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Canada au Sénégal en fin de mission à Dakar. Le PCA de l'entreprise britannique Toro Gold est également venu exposer son projet d'exploitation minière dans le Sénégal oriental. Mais avant lui, le PDG de CRBC a rendu compte au président de la République de l'exécution des travaux de l'autoroute Ila-Touba. 60 km de terrassement ont été déjà réalisés. La synthèse de Aboubakri Kane. Le PDG de l'entreprise chinoise CRBC est venu rendre compte au président de la République de l'état d'avancement des travaux de l'autoroute Thiès-Touba. Qualité du travail, emploi d'une main-d'œuvre locale, respect des délais d'exécution et protection de l'environnement, autant de points abordés au cours de l'audience auxquels le chef de l'État accorde beaucoup d'importance. Nous avons déjà réalisé plus de 60 km de terrassement, donc ça c'est déjà avant le délai. Nous avons déjà engagé plus 1600 personnes locales. Alors nous connaissons aussi l'importance de protection de l'environnement autour de projets. Donc maintenant, nous avons déjà réalisé plus de vingtaine de forages et nous avons aussi l'intention de faire sous-traiter le plus possible les sociétés locales. Notre idée, c'est que tout ce que les Sénégalais peuvent faire, on va laisser les Sénégalais le faire. Les promoteurs de l'autoroute Ila-Touba ont également exprimé leur souhait de contribuer à la formation des jeunes Sénégalais à travers l'octroi de bourses d'études. Nous avons l'intention de financer 15 étudiants sénégalais pour les étudier en Chine pendant 5 ans dans le domaine de l'ingénierie. En fait, nous voudrions quand même faire notre contribution dans le domaine de formation des jeunes sénégalais. Autre audience, celle que le président de la République a accordée au PCA de Toro Gold, accompagné entre autres de la chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne qui soutient le projet. L'entreprise britannique est détentrice d'une concession minière dans la région de Kédougou. Nous allons investir 170 millions de dollars pour un projet qui commence dès la réception de la concession minière et c'est parti pour avoir une durée de 10 ans. Nous sommes très contents d'être au Sénégal et d'investir ici parce que notre collaboration a été formidable avec le gouvernement sénégalais et nous sommes confiants que notre collaboration va continuer à être parfaite. Le Sénégal a des lois concernant l'environnement très strictes et qui font de pair avec nos lois, nous en Europe et en Occident. Donc nous avons vu tous ces détails-là pour que ça soit normal et que le Sénégal ne soit pas affecté par quoi que ce soit. L'ambassadeur du Canada au Sénégal est lui venu faire ses adieux au chef de l'État. Au terme de 3 ans de service à Dakar,
Philippe Beaune a été fait commandeur dans l'ordre national du Lion. Je suis très honoré par ce geste que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait, par cet honneur qu'il m'a accordé. C'est une visite d'adieu. Malheureusement, je suis maintenant à mon terme de mon mandat ici et on a pu discuter de ces dernières 3 ans. Ces 3 ans où j'ai été très heureux d'être au Sénégal, puis œuvrer à resserrer les liens entre le Canada et le Sénégal, au bénéfice mutuel à la fois du Sénégal et du Canada. C'est avec beaucoup de tristesse que nous quittons, ma famille et moi. Le diplomate garde du Sénégal sa teranga légendaire et reste confiant quant à l'avenir des liens entre peuples canadiens et sénégalais. Et puis une délégation de la Fondation Lalla Salma a rencontré les membres de la Fondation Servir le Sénégal. Ceci pour l'élaboration d'un plan d'action de lutte contre le cancer au Sénégal. La première dame du Maroc, à travers sa fondation, va appuyer notre pays pour faire reculer ce fléau. Diana Badia. Aider la Fondation Servir le Sénégal à élaborer un plan d'action de lutte contre le cancer, c'est l'objet de la visite de la Fondation Lalla Salma. Par le biais d'un partenariat, le Maroc va accompagner dans le domaine des infrastructures et des équipements. La Commission a réfléchi sur les possibilités de renforcer ce parc. Et sur ce plan-là, je pense que depuis le Maroc déjà, son Altesse royale, la princesse Lalla Salma avait donné des orientations, avait énoncé un certain nombre de résolutions qui laissaient apparaître et la volonté et la disponibilité de nos partenaires marocains à nous aider à améliorer notre parc en matière d'équipement de prise en charge du cancer. Cette rencontre fait suite à la visite de travail de Mariam Sall au Maroc au début du mois de mai dernier. Les 2 premières dames ont eu des échanges fructueux. Avec la Fondation Servir le Sénégal, nous allons mettre en place la procédure donc, pour prendre en charge des malades sénégalais indigents donc, par la Fondation Lalla Salma dans les structures marocaines. Des maisons de vie que nous avons eu à visiter là-bas, et son Altesse royale, la princesse Lalla Salma, depuis notre séjour à Rabat, avait déjà énoncé sa disponibilité à nous aider, nous au Sénégal, à nous appuyer dans la réalisation immédiate d'une maison de vie, qui serait une structure médico-sociale, dont la vocation serait de servir, de pouvoir héberger pas seulement le malade, mais également l'accompagnant. Le cancer du col de l'utérus et celui du sein ainsi que celui de l'enfant sont pris en compte dans le cadre du partenariat. Le Maroc, un des leaders dans la lutte contre le fléau, mettra son expertise et son expérience au profit du Sénégal. Les poteaux béton destinés au volet électrification rurale du programme d'urgence de développement communautaire sont prêts à la livraison, tout comme les équipements post-récolte prévus pour les régions de Tambacounda et Kédougou. En mission de supervision des travaux, le directeur national du PUDC s'est félicité du respect des délais par Bounatchaoua. Le marquage des 5402 poteaux béton fabriqués en 4 mois seulement, l'entreprise contractante a dû quadrupler sa capacité de production car jamais elle n'avait reçu une commande aussi importante. Seulement au PUDC, tout est urgence et malgré tout, ont été mobilisés. Ils ont travaillé sans discontinuer. D'une équipe de 50 personnes en moyenne que nous avions auparavant, on est monté à des pointes de 210 personnes avec des équipes de nuit et des équipes de jour. Donc on a travaillé carrément à feu continu pendant ces 4 mois-là. Et le résultat est là. Bon, c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir contribué à cette possibilité-là. Donc d'avoir autant de poteaux en stock au secours. Et en étant au secours, ça a été vraiment un défi qu'on a pu relever. Accompagné du comité technique, le directeur national du programme d'urgence de développement communautaire s'est félicité de la qualité du travail et du respect des délais impartis. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où le contrat qui a été donné à l'entreprise consistant à construire 5400 poteaux béton est aujourd'hui arrivé à son terme parce que nous avons pu constater que l'ensemble des poteaux béton est construit déjà en 4 mois. Ceci est une performance et nous tenons à féliciter l'entreprise locale qui a eu ce marché.
Ces poteaux sont prêts à la livraison. Ils annoncent le démarrage de la mise en œuvre du volet électrification rurale du programme d'urgence développement communautaire. Ils sont principalement destinés aux lignes moyenne tension. Cela s'inscrit dans le cadre donc du volet électrification rurale du PUDC qui, pour le rappeler, prévoit d'électrifier plus de 500 villages, exactement 540 villages. Et ceci contribuera à améliorer le taux d'électrification rurale. Vous savez que M. le Président de la République, M. Macky Sall, a fixé au gouvernement l'atteinte de 60% d'électrification rurale en 2017 et le PUDC dans son volet électrification rurale contribuera pour beaucoup à l'atteinte de cet objectif. Autre volet important, les équipements post-récolte. Pour leur réalisation, le PUDC a privilégié les entreprises nationales, comme ici la Sismar, qui a reçu une commande de 408 unités, destinées aux régions de Tambacounda et Kédougou. L'entreprise a déjà réalisé 301 moulins et décortiqueuses. Ceci est très important. J'en reviens à ceci, il y a de l'expertise locale qu'il faut exploiter. Voilà. Ce qu'on peut faire ici au Sénégal, je dis ce serait dommage de le faire à l'extérieur, parce que non seulement ici on crée des richesses, mais moi je dis on résorbe le chômage des jeunes. Sur les 5500 équipements prévus à l'échelle du pays, 354 ont été déjà livrés dans les régions de Fatick, Tambacounda et Kédougou. L'idée est d'amoindrir le plus possible les travaux pénibles des femmes vivant dans les zones rurales. L'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA teste de nouvelles variétés de riz dans la vallée. Grâce à la coopération coréenne, ces cultures devront améliorer le niveau de productivité des paysans. Coût du projet, 500 millions de nos francs, Lamine Touré. L'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA et ses partenaires à l'écoute des producteurs rizicoles de la vallée au menu de ces échanges, l'opportunité de l'introduction de nouvelles variétés de riz grâce à la coopération coréenne, le Sahel 108 est en phase d'être fortement concurrencé. Avec ces variétés-là, cette variété par exemple coréenne que vous venez de voir, qui est une variété à cycle court, qui donne un rendement très élevé. Un producteur les a tellement aimés parce que sa famille un jour a eu à en préparer. Ces nouvelles variétés de riz en phase test à Dagana comme dans la commune de Rosso ont produit des résultats satisfaisants. Les producteurs l'ont signifié tout au long de cette visite de terrain. Pour la variété Jasmine, on l'a déjà fait à Mbagam. C'est une variété qui produit, qui a un très bon rendement. 12 tonnes à l'hectare, agréable à la consommation, parfaite adaptation dans la zone, reste la question de l'homologation. D'ici la semaine prochaine, je suis très précis, il faut que ces dossiers d'homologation soient très vite montés, qu'ils soient transmis au niveau des CNCPS, qu'on puisse les homologuer dans le plus court terme et que donc dans l'hivernage prochain, en tout cas qu'on puisse maintenant commencer à les vulgariser. Pour l'ISRA et ses partenaires, il faut aller vite dans cette dynamique. Objectif être au rendez-vous de 2017 en matière d'autosuffisance en riz dans le pays. Il faut pour dire ce que le Sénégalais veut, ce qui fait que si nous arrivons à avoir l'autosuffisance en riz, l'importation n'aura plus de sens parce qu'on aura produit assez, mais aussi en qualité et en quantité parce qu'on aura atteint le double objectif de quantitatif mais également qualitatif, c'est-à-dire répondant aux besoins des consommateurs. Sur le terrain, le travail de recherche a enregistré des avancées significatives car toutes les préoccupations du consommateur ont été prises en compte. Le ministère de la Gouvernance locale, de l'aménagement et du développement du territoire, en collaboration avec la FAO et l'ONUDI, a tenu un atelier de validation du document du programme conjoint de création d'opportunités pour le développement économique du monde rural, Procodem. Il s'agit pour les acteurs d'élaborer une feuille de route pour les zones d'intervention. Fatima Tabanelva. Faire bénéficier aux populations des zones rurales, surtout les femmes et les jeunes, d'emplois décents et la création de revenus, c'est la mission du système des Nations Unies à travers le Procodem. Ce programme cible les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou pour un budget de 5 millions de dollars. La mission consiste ainsi à appuyer le gouvernement à réaliser l'axe stratégique document de politique économique et sociale, création d'opportunités pour le développement économique du monde rural, accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et de faire bénéficier aux populations des zones rurales les plus défavorisées et plus particulièrement aux femmes et aux jeunes des initiatives d'emploi décents et de création de revenus ainsi qu'une meilleure sécurité
alimentaire. Depuis 2013, l'État du Sénégal a mis en œuvre l'acte 3 de la décentralisation, une réforme qui entre en droite ligne avec le PROCODEM. Ce programme en formulation nous paraît extrêmement important parce que son objectif, c'est de faire en sorte qu'à la base, au niveau rural, qu'il y ait de la création d'activités. Et le ministère suit particulièrement donc, ce projet dans la mesure où la dimension développement de notre département va effectivement à ce niveau-là être explorée. La mise en œuvre de ce programme conjoint permet au système des Nations Unies de faire valoir le concept de Delivering as One, ou en français Unis dans l'action, réforme dans laquelle le gouvernement s'est engagé. Une fois le document validé au cours de ces 2 jours de réflexion, les acteurs espèrent à travers ce programme renforcer la résilience des familles vulnérables et augmenter les capacités productives du monde rural. Plus de 13 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Sonatel devra payer à l'État du Sénégal. L'annonce a été faite ce matin par le directeur général de la RTP lors d'un point de presse. Cette pénalité concerne la violation par Sonatel de certaines obligations et l'installation de liaisons à fréquence hertzienne sans autorisation préalable de la RTP. Le point avec Amadou Hamtiam. Des liaisons téléphoniques payées très souvent au prix fort. L'accès et l'utilisation des réseaux causent des désagréments dont l'origine et l'explication échappent à la compréhension du consommateur. Une situation qui n'est conforme ni à l'esprit ni à la lettre du cadre juridique édicté à cet effet et qui astreint aujourd'hui la Sonatel au paiement d'une pénalité. La dite sanction inflige à Sonatel une pénalité d'un montant de 13 milliards 959 millions qui représente 3% de son chiffre d'affaires pour l'exercice annuel 2015. En vertu du Code des télécommunications, le montant des pénalités est recouvré au profit du Trésor public. En plus du droit à l'information et de la garantie à un accès ininterrompu, la loi impose à l'opérateur d'autres conditions sur la gratuité de certains services. La continuité du service 24 heures sur 24. La gratuité des appels dirigés vers les réseaux des opérateurs dans le cadre de demandes d'information d'ordre commercial ou technique. Troisièmement, l'interdiction d'utiliser tout système de filtrage dans la réception des appels vers les services clients, commerciaux ou techniques, y compris les automates, notamment les serveurs vocaux interactifs. La RTP, à travers sa mission de contrôle, a découvert beaucoup de sites non déclarés de liaison de fréquences hertziennes. La mise en service de toute nouvelle station de radio électrique est en effet assujettie à l'accord préalable de l'organe de contrôle. Ces contrôles nous ont permis, pour Sonatel, de trouver une différence de 8,9 milliards représentant les liaisons non facturées parce que non déclarées à la RTP. Pour Tigo, une différence de 6,6 milliards représentant les liaisons non facturées parce que non déclarées à la RTP. Pour Expresso, les contrôles sont en cours et seront terminés avant la fin du mois d'août. Ainsi, ce sont près de 435 nouvelles liaisons qui ont été installées, non déclarées par Orange et donc non facturées par la RTP. En cas de non-paiement de la pénalité à partir de la date de notification, une amende de 10 millions CFA par jour sera imposée à la Sonatel. Combien coûte l'éducation et la formation au Sénégal? Où vont les fonds alloués à ce secteur? Comment sont-ils utilisés? Ces questions étaient au centre d'un atelier de partage des résultats des comptes nationaux de l'éducation. Il a été organisé par le Partenariat mondial pour l'éducation et l'UNESCO. Le financement de tous les 3 ministères en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle a été analysé par des experts. Pape Collingom. 500 milliards de francs CFA, c'est le montant total des dépenses que l'État du Sénégal a alloué au secteur de l'éducation ces 5 dernières années.
Une somme jugée importante certes, mais reste insuffisante pour couvrir tous les besoins en éducation et en formation. Nous constatons encore le pourcentage faible, 0,3% de la formation professionnelle par rapport au financement public par niveau d'éducation. Sur les 5 dernières années ou 6 dernières années, c'est en moyenne entre 480 et 500 milliards que l'État dépense. Donc ces dépenses, il faut voir que les dépenses d'éducation, ce n'est pas que ce qui passe par le ministère de l'Éducation nationale, c'est tout le monde qui paye. Il y a les collectivités locales, il y a l'État, il y a aussi les différentes autres organisations qui payent pour l'éducation. Si on est dans un pays où il y a 2-3 mois de grève tous les ans, pendant que les salaires sont payés, on peut se dire qu'il y a du gaspillage et que l'argent n'est pas utilisé on va dire, de manière efficiente et efficace. Selon les experts, plus de 80% du budget alloué à l'éducation et à l'enseignement supérieur est absorbé par le paiement des salaires, des bourses et les constructions d'infrastructures. Les bourses des étudiants constituent 40% des dépenses des universités. Ça n'existe presque nulle part ailleurs dans le monde. Ce qui doit pousser l'État pour avoir des stratégies très durables à revisiter sa stratégie de financement de l'éducation. Quand on regarde aussi les salaires des enseignants, c'est plus ou moins le cas. Quand on regarde le primaire, presque 80% ou 90% des dépenses de l'État vont au salaire des enseignants et aux dépenses courantes. Les budgets des universités ont connu une augmentation très importante. L'université Anta Diop de Dakar, aussi bien que les autres universités, en termes de construction, de réaménagement d'infrastructures et surtout aussi de la diversification des offres de formation qui nécessitent aussi une dépense supplémentaire. Les comptes nationaux de l'éducation sont une approche exhaustive et approfondie permettant d'établir un état des sources de financement de l'éducation et d'en faire l'analyse. Le financement de l'éducation est devenu un sujet important pour atteindre les objectifs de l'éducation d'ici 2030. Ces données sont nécessaires pour veiller à ce que les ressources soient allouées de manière équitable et efficace dans les systèmes éducatifs. Au sortir de cet atelier de partage des résultats des comptes nationaux de l'éducation, il sera élaboré un guide méthodologique pour le traitement et l'analyse des dépenses de l'éducation et de la formation au Sénégal. Dans cet esprit, le ministère de la Culture organise une journée de l'excellence pour récompenser les meilleurs élèves du primaire et du secondaire. La cérémonie a eu lieu ce matin au Monument de la Renaissance en présence du secrétaire général du ministère de la Culture, Sherba Magaye. Ils sont récompensés au bout de l'effort. Ces élèves qui viennent d'un peu partout du pays ont tenu le cap de 9 mois de dur labeur et de sérénité. Ils sont les meilleurs avec de très bonnes moyennes dans leur classe. Pour cela, le ministère de la Culture a organisé cette cérémonie pour magnifier l'excellence dans toute sa diversité. C'est une cérémonie extrêmement importante en ce sens que non seulement elle magnifie l'excellence, mais vous l'avez dit, elle sert d'aiguillon quand même à des enfants qui se sont distingués. C'est d'autant plus important que nous savons tous les nombreuses perturbations que l'école sénégalaise connaît depuis quelques années, et tout comme cette année-ci d'ailleurs, et tous les efforts qui ont été faits et qui sont faits régulièrement par les autorités pour mettre un terme à ces perturbations-là. Désormais, cette journée fait partie des dates à retenir du côté du ministère de la Culture. C'est pourquoi on plaide pour élargir le cadre pour les prochaines années. Ce serait important que le format soit revu pour permettre d'abord de faire participer le plus grand nombre. Et nous pensons que pour ce faire, il serait important que la cérémonie se tienne ou au Théâtre Sorano, voire au Grand Théâtre National. Cette cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du Sénégal constitue ainsi un aiguillon qui permet d'atteindre l'excellence. Les précisions du Premier ministre sur l'opération de retrait des enfants de la rue, une campagne qui ne répond pas à des exigences pour combattre un quelconque système, mais surtout pour des exigences sécuritaires. Les enfants étant une cible facile pour les terroristes, l'État a le devoir de prendre des mesures en se basant sur la Constitution. L'insécurité dans la sous-région est l'une des raisons principales de cette décision, précise le gouvernement. Le Premier ministre a rencontré la Fédération des maîtres coraniques qui ont adhéré au projet. Abibou Maïa. La Constitution du Sénégal, dans son article 24, définit la liberté, la pratique religieuse et la profession d'éducateur religieux.
Un article largement expliqué par le Premier ministre aux maîtres coraniques pour leur donner toutes les garanties et assurances que la décision de retrait des enfants dans la rue ne constitue nullement un frein à la pratique religieuse ni à l'enseignement du Saint-Coran. Mais pour les autorités, il faudra faire en sorte que les enfants ne soient pas une chair à canon pour des personnes mal intentionnées dans un contexte d'insécurité marqué par le terrorisme. En tant que partenaire, c'est comme ça que je peux l'appeler, parce qu'ils ont en charge l'éducation des enfants, une bonne majorité d'ailleurs des enfants. Donc il y a à partir de cet instant des confusions possibles entre ceux-là qui sont dans la rue pour tout simplement parce qu'ils sont utilisés en trafic, c'est ce qu'on appelle du trafic humain, et ceux-là qui sont en train de s'adonner à cette affaire parce que ça fait partie du complément de leur éducation, ou par moment même ça peut être un besoin tout simplement d'existence. Et l'un dans l'autre, dans tous les cas, on va travailler ensemble, et la décision qui a été prise aujourd'hui, c'est M. le Premier ministre a décidé de mettre en place donc un comité interministériel. Et la Fédération nationale des maîtres coraniques adhère à ce projet. D'abord, Monsieur le Président de la République, parce que à chaque fois que... Nous saluons cette initiative et remercions le Président de la République qui nous implique à chaque fois que des questions d'intérêt national l'exigent. Le Président a donné des instructions fermes pour que nous soyons autour d'une table. Nous nous en réjouissons. Toutes nos craintes sont dissipées à présent. La mesure s'arrête à Dakar, précisément à Mbao. Et le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne de convoquer la loi 2004-37 du 15 décembre 2004, promulguée par le Président de la République et le Premier ministre, qui stipule: au sein des établissements publics et privés d'enseignement, dans le respect du principe de la laïcité de l'État, une éducation religieuse optionnelle peut être proposée. Les parents choisissent librement d'inscrire ou non leurs enfants à cet enseignement. Ainsi, la Fédération des maîtres coraniques d'adhérer à ces décisions qui répondent à des exigences sécuritaires d'une sous-région marquée par la recrudescence du terrorisme. Ce qui est constant, c'est que nous tous, nous nous sommes accordés sur la nécessité de travailler à une meilleure sécurité du pays. Aussi à travailler donc à éradiquer définitivement le phénomène de la mendicité au Sénégal, surtout en milieu urbain. Ainsi, telle une fatwa, la Fédération des maîtres coraniques de décréter la fin de toute prière visant à ramer à contre-courant de ces décisions et de prier pour une réussite de ce retrait des enfants dans la rue. Diène Farbassar installe la cellule genre de son ministère en acte pour une meilleure intégration du concept au sein du département en charge du renouveau urbain. Abassaoua. L'intégration des questions de genre dans les politiques publiques, une nécessité pour asseoir les bases d'un développement durable. La mise en place de la cellule genre au sein du ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie s'inscrit dans un contexte de renforcement de capacité des institutions de la République. La révision de la stratégie pour l'équité et l'égalité de genre et son arrimage au plan Sénégal émergent est une grande opportunité et un cadre pour le Sénégal d'aller vite dans le processus d'institutionnalisation du genre dans les politiques publiques. Cette option entre en droite ligne avec l'objectif de développement durable 11 qui projette que les villes et établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Promotion des villes inclusives et durables au Sénégal vers une gouvernance urbaine sensible au genre. C'est autour de ce thème que les panélistes ont axé la réflexion en présence des acteurs. Ce renouveau, bien entendu, ne saurait entièrement se réaliser sans la pleine implication des deux sexes, ni leur accès égal et équitable aux services publics dont le département est redevable. Il doit surtout pouvoir s'appuyer sur le dynamisme et l'ingéniosité d'un sexe qualifié de faible, mais qu'un Ulysse inconnu a eu la sagesse de comparer à sa moitié en ces termes. Si l'homme construit les routes, la femme trace les chemins. Comme pour dire que chacun a son rôle à jouer pour un développement harmonieux, les femmes doivent être au premier plan. Pour baliser le terrain et faciliter le travail à la nouvelle cellule, le ministre Diène Farbassar s'engage à les accompagner.
Forte densité humaine et peu d'unités industrielles pour accueillir les jeunes à la quête d'un premier emploi. Mais ce n'est pas le seul visage qu'offre la ville de Guédiawaye ou dans des 4 départements de la région de Dakar. Il y a de véritables potentialités sur le plan économique et par ricochet sur le social et le culturel. Entre force et faiblesse, voici Guédiawaye ou Aïchamprera. Créée en 1967, Guédiawaye occupe aujourd'hui une superficie de 14 km². Cette ville compte près de 150 quartiers, souvent avec des noms assez exotiques comme Fitmik, Aïnouman, Sam, Wakinan, Taïba, entre autres. Guédiawaye est érigée en commune en 1990 et devient une ville en 1996. Aujourd'hui, elle a 5 communes, Ndjarem Limamoulaye, Sam Notaire, Wakinan Nimzat, Golfe Sud et Médina Gounass. La ville de Guédiawaye est délimitée au nord par l'océan Atlantique, au sud et à l'est par la ville de Pikine, à l'ouest par la ville de Dakar, notamment avec les Parcelles Assainies de l'unité 1 à 6. Guédiawaye compte 324 000 habitants et a la plus forte densité au Sénégal avec 23 142 habitants au kilomètre carré. Parmi les faiblesses de cette ville, il y a la prédominance des activités du secteur informel due à une absence totale de zones industrielles ou de services. La spéculation foncière, l'absence d'urbanisation, l'avancée de la mer, les inondations, l'encombrement et les difficultés liées au transport sont également d'autres grands problèmes récurrents à Guédiawaye. Mais malgré tout cela, cette ville peut compter sur son potentiel humain avec la jeunesse de sa population ainsi que sa position géographique avec ses 7 km de plage. Son performant réseau scolaire est également un atout. Guédiawaye compte 10 collèges, 5 lycées dont l'un des plus performants au Sénégal, le lycée Limamoulaye. La couverture sanitaire est également assez respectable à Guédiawaye. Cette ville compte 11 postes de santé, 2 hôpitaux et un centre de santé. Au plan sportif, Guédiawaye a 2 stades et la culture y est très développée. Aujourd'hui, Guédiawaye étouffe, mais cette ville est en train de se moderniser à une vitesse respectable et la maîtrise des zones inondables est devenue un atout de taille. Le dynamisme de cette ville laisse présager un avenir radieux. En prélude au Conseil des ministres décentralisé à Dakar, nous prenons la direction des Parcelles Assainies. C'est la 18e commune d'arrondissement de Dakar. Environ 300 000 personnes y vivent. Cette commune qui fête ses 30 ans cette année est en pleine expansion. Elle compte aujourd'hui 20 unités. Sarah Leya. Avec un peu plus de 300 000 habitants, la commune des Parcelles Assainies fait partie des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar. Située au nord-est, à une dizaine de kilomètres de la capitale, elle s'étend sur environ 4 km² et fait partie de la banlieue périurbaine. L'histoire de cette commune est indissociable de la volonté des autorités et des partenaires financiers, notamment la Banque mondiale, de désengorger Dakar. L'idée, c'était aussi de permettre aux citoyens de se loger à moindre coût. La Société des Parcelles Assainies est ainsi créée dans les années 70, mais les Parcelles Assainies ne seront érigées en commune d'arrondissement que 22 ans plus tard, lors de la 3e réforme sur la décentralisation. Si au début elle comptait 26 unités, aujourd'hui elle n'en compte que 20, les 6 premières faisant désormais partie de Guédiawaye. On y dénombre 7 postes de santé à côté du grand centre Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh. Les activités socio-économiques se déroulent essentiellement dans les 4 marchés de la commune. Pour gérer la question épineuse de la sécurité, un commissariat de police et un centre de secours des sapeurs-pompiers y sont implantés. Le sport polarise l'attention de cette partie de la banlieue. Seul hic, l'unique stade qui est toujours en construction et dont les travaux sont loin d'être terminés. Les Parcelles Assainies disposent d'un seul établissement d'enseignement secondaire public, 4 collèges d'enseignement moyen et une vingtaine d'écoles publiques élémentaires. Des plus nantis aux plus pauvres, on retrouve une vraie diversité dans ces quartiers populeux, à majorité jeune, où la question de l'assainissement reste à être réglée. Il faut ajouter à cela l'emploi des jeunes et l'accessibilité à cette zone, devenue difficile en raison de la construction de l'échangeur qui devrait être réceptionné sous peu. Les Parcelles Assainies, un quartier en ébullition, à mi-chemin entre tradition et modernité, où des immeubles R+4 se multiplient, alors qu'en raison de la qualité du sol, ces constructions étaient déconseillées par les spécialistes pour éviter d'éventuels effondrements. Cette année, la commune fête ses 30 ans.
Une commune dont la population ne cesse de croître et qui tente tant bien que mal de conserver son âme. Pékin, Guédiawaye, Parcelles Assainies, la banlieue devient de plus en plus accessible avec la pluralité des moyens de transport. Les passagers ont le choix entre voitures, bus et trains, des véhicules qui assurent la desserte et qui permettent aux passagers d'arriver à destination en un temps raisonnable et à moindre coût. Anaïs Nyanyamane. Le transport, jadis considéré comme un casse-tête à Dakar, surtout dans la banlieue, est en passe de s'améliorer. Avec le renforcement du parc automobile, beaucoup de véhicules assurent la desserte vers les localités de Pikine, Thiaroye et Rufisque. Les lignes, c'est le 68, 70, 51, 52. Il part à Diamniadio et l'autre bus là, il part à Buntu Pikine. Et l'autre bus là, 51, il part à Bon-Marissé. C'est beaucoup de bus, mais il n'y a pas d'organisation. Dans notre parking, on peut estimer à 200 taxis par jour. Oui. À la gare de Diaganyaï, on note 200 départs par jour. Petersen et Grand Yoff sont les directions les plus prisées. Environ 200 Diaganyaï quittent la gare tous les jours. D'ici, avec 300 francs seulement, on peut aller là où on veut. Nouveauté dans la banlieue, l'arrivée des Tata magiques. Au rond-point Kermassar, les taxis banlieue campent le décor. Avec cette personne à bord, ils assurent le relais. On a une trentaine de taxis banlieue. Le circuit, on va vers la nationale, vers Mtoa, vers Diakhaï, vers Kermassar village, la case des tout-petits. Et le transport, le coût c'est à 100 francs, 150. Kermassar est l'une des communes les plus importantes du département de Pikine. Avec une superficie de 25 km² et de 500 000 habitants, les populations accueillent à bras ouverts ce nouveau moyen de transport. C'est pratique quoi. Ça nous aide beaucoup à faire les déplacements. Vraiment bas. J'habite à Malika, tous les jours je descends tard et ce sont ces tatas qui me déposent à chaque fois. Vraiment, ces véhicules nous arrangent. Les élus locaux ne sont pas en reste, ils s'activent pour rendre accessibles tous les quartiers de leur commune. Il y a des routes qui sont construites un peu partout, donc il y a un programme qui est là avec l'AGEROUTE, avec l'État du Sénégal qui accompagne et les partenaires du maire. On est en train de voir un peu au niveau de Kermassar comment mettre en place un système, un réseau routier qui permette quand même à ces bus de pouvoir accéder à tous les coins de Kermassar. Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être agir dans le domaine de l'accessibilité à travers donc, la construction des routes avec des partenaires. Je crois que sous peu, vraiment, nous en aurons. Autre moyen de transport, le petit train bleu SA. Créé en 2003, le PTB assure 26 rotations par jour. Le petit train de banlieue est une société qui évolue dans le transport de voyageurs entre Dakar et sa banlieue. 14 circulations le matin et 12 le soir. Donc le total, ça nous fait 26 voyageurs. Et le tout, environ, fait 25 000 à 30 000 voyageurs par jour. De Dakar à Rufisque, donc, nous avons 14 arrêts. 14 arrêts desservis tous les jours par le train de banlieue. Un ouf de soulagement pour les voyageurs du PTB qui, malgré l'insalubrité, voyagent en toute sécurité. Je rentre à Thiaroye avec le train. Au plus tard, 5 heures, je suis chez moi. Alors, tandis que si je prends l'autoroute à péage, il y a trop d'embouteillages. Donc, je rentre tard. Et je demande à l'État de renforcer le train bleu. Vieux de plus de 90 ans, le réseau ferroviaire du Sénégal doit être modernisé pour plus de sécurité. Donc on va plus lentement, ce qui induit des retards. Nous avons besoin d'améliorations constantes à l'arrivée du TER, parce que là, ce sont des conditions d'exploitation renouvelées, neuves, modernes. Et on ne rencontrerait certainement pas les problèmes de sécurité que nous rencontrons à l'heure actuelle. Les difficultés du transport dans la banlieue sont en train de devenir un mauvais souvenir. La multiplicité des moyens de transport permet aux usagers de vaquer à leurs occupations rapidement et en toute sécurité. Transport inter-banlieue, l'expression se traduit aujourd'hui en actes sur le terrain, cela grâce à une politique volontariste à partir des années 2000. La mobilité dans la région de Dakar ne suit pas que le mouvement des populations vers la ville. Les lignes se multiplient entre les localités proches du centre urbain. Célina Lundugo nous en fait la cartographie.
Le transport interbanlieue ou quand la périphérie se relie sans passer par le centre. La mobilité dans les faubourgs n'est plus que dans le sens d'aller-retour avec la ville. Elle se manifeste entre eux pour diverses activités. En fait, il y a une spécificité propre à la banlieue qui fait que les déplacements ne se justifient pas forcément par le travail. Il y a des motifs de santé, il y a des motifs, les écoles qui ont été décentralisées, tout, qui faut qu'en fait il y a un besoin qui est là, qui a été quantifié, qui fait que de plus en plus le CETUD va vers la création de lignes interbanlieues pour mieux desservir ces populations. Les moyens de transport en commun facilitent le déplacement interbanlieue, 33 sur 87 lignes, soit 38% lui sont dévolus s'agissant de celles réparties entre l'Association pour le financement du transport urbain et Dakar Dem Dikk. La première sert de liaison entre plusieurs points périphériques, quelques-unes des distances les plus longues étant Keur Massar Ngor 27 km, Rufisque Ouakam 23 km, Ngor Pikine 21 km. Dakar Dem Dikk, quant à lui, ses dessertes en banlieue doivent être analysées entre l'existant et le prévu. Les 6 lignes qui relient entre autres Thiaroye Ouakam, Keur Massar, Parcelles Assainies seront amenées à 13 dans le cadre d'un projet de développement. Ce qui, somme toute, n'aura pas d'incidence sur le prix du ticket, mais sans doute sur le nombre de sections. Les tarifs de transport au Sénégal sont homologués. Il y a un décret qui organise les tarifs. Dakar Dem Dikk a le seul produit au Sénégal qui n'a jamais évolué depuis 2000 jusqu'à maintenant. Le tarif de Dakar n'a jamais évolué. C'est le seul produit, il n'y en a pas un autre. Aujourd'hui, en fait, AFTU est à 10 sections, parce qu'en fait, le tarif se fait par zone. Aujourd'hui, AFTU est à 10 sections. Il y a une seule ligne qui a 10 sections. Sinon, la majorité des lignes tournent autour de 3, 4, 5 sections. Sachant que le tarif de base est de 100 francs. Et quand j'évolue d'une section à une autre, j'augmente 50 francs. 150 pour la première jusqu'à 275 francs pour la quatrième et dernière actuelle. Ces types de transports s'ajoutent aux classiques et toujours pas encore renouvelés car rapides. Ils continuent d'assurer leur liaison interbanlieue. L'innovation, c'est le projet pilote taxi banlieue qui permet d'assurer des dessertes dans une seule zone. Les 2 lignes à Pikine, les 4 à Keur Massar, les 3 à Rufisque donnent déjà des résultats satisfaisants. D'autres reportages dans la série consacrée justement à ce Conseil des ministres décentralisé à Dakar la semaine prochaine. Et puis Dakar qui abrite depuis ce matin la 5e édition du Salon monétique régional, le Mobile Money et le Mobile Banking, vecteur de l'inclusion financière et de la bancarisation en Afrique. Enjeux et perspectives est le thème choisi pendant 2 jours. Ces experts venus de partout vont échanger sur les innovations technologiques du secteur. Un secteur qui se développe de plus en plus. Hamidou Diop. Les participants sont venus de 34 pays pour découvrir pendant les 2 jours de la 5e édition du Salon monétique régional toutes les innovations technologiques en cours. JIM, les réseaux interbancaires monétiques de l'UEMOA, voit à travers l'échange d'expériences vulgariser les meilleures pratiques. L'enjeu principal de cette rencontre est de créer une plateforme de travail en mode partenarial, comme on dit dans notre jargon, pour mettre en relation nos chers membres et les leaders mondiaux de l'industrie monétique, je dirais même l'industrie des transactions numériques financières. Elle se veut également un moyen de revisiter les meilleures pratiques en la matière pour donner encore un nouveau contenu à nos offres et produits et services. Avec un taux de pénétration mobile de plus de 100% et des nouveaux services offerts par les technologies de l'information et de la communication, la monnaie électronique offre de nombreuses possibilités aux populations. Dans ce contexte, les banques sont interpellées. La monnaie électronique est en train de redessiner les contours d'une nouvelle forme de banque, en s'attaquant à des bastions séculaires des banques, mais surtout en leur lançant un défi important, celui de leur adaptabilité au changement. L'innovation dans le secteur avec l'arrivée de ces nouveaux moyens de paiement rime aussi avec la sécurité des transactions. Sur ce point, les institutions financières sont très attendues. L'arrivée de nouveaux acteurs dans la chaîne de paiement est susceptible de stimuler l'innovation et surtout de renforcer la concurrence sur le marché des paiements de détail. Toutefois, elle ne doit pas abaisser le niveau de sécurité des services offerts à la population. Dans cet environnement en pleine mutation,
Le rôle des banques et des institutions de microfinance me paraît central. En effet, toutes les transactions financières doivent se dénouer, in fine dans les livres d'une banque ou d'une institution de microfinance. Cette cérémonie d'ouverture du salon a servi de cadre pour la signature de conventions entre JIM UEMOA et Mastercard et entre JIM UEMOA et UnionPay. Cette 5e édition du salon monétique régional, c'est aussi cette exposition des solutions innovantes dans le domaine de la monétique. Il y a 48 heures, l'État a rencontré le secteur privé pour un tour d'horizon des projets publics et leur mise en œuvre dans l'exécution du PSE. L'une des revendications du secteur privé, leur part dans la commande publique, mais aussi l'accès au financement des petites et moyennes entreprises ou industries PME, PMI. L'État, à travers des instruments d'intervention innovants, a injecté plus de 90 milliards de nos francs. Le programme de mise à niveau est l'un des exemples. Dans la rubrique économie du jeudi, les principaux obstacles liés à l'accès au financement de cette catégorie d'entreprises représentant 30% du PIB et les perspectives envisagées d'Araba. Les petites et moyennes entreprises constituent 90% du tissu économique. Et leur part dans le PIB tourne autour de 30%. Et au niveau pour la population active, autour de 60%. Quand vous regardez donc les textes, il y a des définitions donc, sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de salariés. Et donc ce sont à partir de ces critères qu'on définit les PME. Il a été observé que ces PME avaient difficilement accès au financement parce qu'elles n'avaient pas souvent les garanties que les banques leur demandaient. Et le fait de ne pas disposer de garanties suffisantes était entre autres un des facteurs principaux qui expliquait la difficulté d'accès de ces PME-là aux sources de financement. Certes, l'État avait mis en place tout un dispositif d'accompagnement et non financier, mais depuis 2 ans, 3 nouveaux instruments ont vu le jour. Le FONGIP pour faciliter l'accès au crédit. Le FONGIP a été créé pour résoudre les contraintes d'accès à la garantie qui étaient quand même identifiées comme étant le principal obstacle d'accès au financement des PME. Et depuis 2 ans d'opération, le FONGIP a pu mobiliser au niveau du secteur financier plus de 17 milliards. Et dans ce cadre-là, nous avons pu accompagner 416 entreprises. Nous fonctionnons en termes d'apport en capital. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, l'État nous a donné en tout 6,7 milliards. Mais les 6,7 milliards nous ont permis de mobiliser 78 milliards de financement. En plus de ces 2 fonds, il y a aussi la Banque nationale du développement économique. Le bureau de mise à niveau aussi est en train d'expérimenter un schéma assez innovant avec la BNDE en mettant en avant les primes que le bureau de mise à niveau accorde aux entreprises éligibles et qui exécutent leur plan de mise à niveau. Ces primes sont domiciliées de manière irrévocable dans les comptes de ces entreprises ouverts dans les livres de la BNDE et maintenant la BNDE finance le gap. Je pense que les projets analysés jusqu'au profil donc, du promoteur, si on met l'accent sur cet aspect-là, vraiment avant financement, je pense qu'on peut éliminer, en tout cas réduire sensiblement les risques. Je pense que le financement doit être accompagné par des services non financiers pour que celui qui a contracté un crédit sache qu'il n'est pas seul pilote dans l'avion et qu'il est suivi, il est contrôlé et audité. Dans ce volet perspective, aussi bien que le Fonds 6 et le Fonds GIP, on pense aussi à une phase de mutation institutionnelle pour assurer aux PME un financement conséquent. Et la transformation institutionnelle permettra également de passer de 15 milliards à 30 milliards d'ici 2018. En dehors de la question du financement, les PME butent également sur l'accès au marché, même si la question de la commande publique a été réglée. On a constaté qu'en juin 2015, que sur les 597 milliards de francs CFA de marché public attribués,
un peu plus de 400 milliards de francs ont été accordés aux petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous avons des PME qui sont fortes, qui sont bien encadrées, donc et qui peuvent apporter leur contribution au développement économique et social. Mais il reste une bonne partie pour lesquelles il faudra donc poursuivre ces efforts. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que d'autres structures du dispositif d'appui, telles que l'ADPME, va intervenir en amont en accompagnant les projecteurs dans les études de marché, dans le business plan, pour s'assurer de l'existence du marché par rapport à ce projet. C'est dans ce sens-là aussi que le bureau de mise à niveau va pouvoir renforcer certaines structures en termes, si vous voulez, d'évolution technologique, structurelle, entre autres, pour pouvoir avoir la compétitivité qui leur permettent d'aller vers ces gains de part de marché-là. Aux critères d'éligibilité que sont la taille, la solidité financière et celui de l'environnement, les PME, après avoir eu accès au marché, doivent l'exécuter et le financer. La PME a un cycle d'exploitation normal et rentable, n'hésite pas à financer effectivement toute la totalité du marché en mettant en place une ligne de crédit. Mais souvent, si la PME ne donne pas ces assurances-là, il est difficile pour le banquier aussi de financer la PME pour l'exécution du marché. Il n'y a pas de recette miracle, il faut l'investissement productif. Ça, je le répète, c'est extrêmement important. Sans capital, il n'y a pas d'investissement. Et le capital, c'est la dette et l'apport en fonds propres que FONSIS fait. Donc, il y a la dette bancaire, il y a l'apport en capital, l'apport en fonds propres. Ce sont les deux qui vont ensemble. De prérequis pour avoir accès au marché, les PME, à la lumière des dernières recommandations du Forum sur la problématique de leur financement, peuvent compter sur le nouvel observatoire annoncé par le Premier ministre qui leur est dédié pour des lendemains meilleurs. La rubrique économie, c'est tous les jeudis. La défense des droits individuels et collectifs doit être un des enjeux de la politique universelle. C'est la conviction du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, par ailleurs, président en exercice de l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale. Il s'exprimait lors d'une importante rencontre au siège des Nations Unies à New York sur la thématique ONU 70. Le voici. L'Organisation des Nations Unies a incontestablement beaucoup fait en faveur des droits fondamentaux de la personne humaine, de la décolonisation à la mondialisation de la démocratie et à l'émergence d'une société civile internationale, acteur majeur de la vie internationale. Mais malheureusement, des violations massives des droits humains continuent de sévir partout dans le monde et souvent contre les couches les plus vulnérables. Et ce sont les enfants soldats qui sont commis à des tâches d'inhumanité et des tâches de cruauté et de criminalité. On leur ôte ainsi un droit à l'avenir. Et ce sont des milliers de réfugiés qui sont perdus et qui ne savent où partir. Cette situation d'injustice, d'intolérance est inacceptable au XXIe siècle et ne saurait perdurer davantage. Nous avons les moyens de nous y opposer et de constituer un puissant rempart contre l'extrémisme violent, le terrorisme, la xénophobie, pour respecter et assurer une égale dignité à tous. En effet, la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme, individuels et collectifs, doit plus que jamais demeurer le premier des enjeux de la politique internationale. Ces droits qui sont indivisibles, interdépendants, indissociables et universels ne doivent pas être l'otage des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Pour y parvenir, ces droits doivent être l'affaire de tous pour que tous les êtres humains aient droit aux droits sans discrimination, mais sans exclusion. Dans l'actualité internationale, la France qui célèbre le 14 juillet, le groupe État islamique perd l'un de ses chefs et le nouveau gouvernement britannique chargé de relever le défi du Brexit. Mais parlons d'abord des inquiétudes de l'ONU sur la situation au Sud-Soudan. Cher Traoré.
Après 4 jours de violents combats, le calme est revenu dans la capitale du Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont décrété un cessez-le-feu respecté depuis lundi par les forces combattantes. Malgré tout, l'ONU est très inquiète d'une possible reprise des combats. La situation actuelle est changeante et incertaine, a dit Hervé Latsous, le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Les États-Unis ont envoyé 47 militaires pour protéger l'ambassade et les ressortissants américains à Juba. La France a célébré ce 14 juillet sa fête nationale. François Hollande a présidé le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées. Plus de 3000 soldats ont défilé sous le thème de l'engagement de la jeunesse. Le défilé était placé sous haute surveillance en raison de la menace terroriste. Plus de 11 500 policiers et gendarmes ont assuré la sécurité. Le chef de l'État français a également donné sa traditionnelle interview du 14 juillet, la dernière de son quinquennat. Le groupe État islamique annonce la mort d'Omar le Tchétchène, l'un des commandants les plus en vue de l'organisation a été tué en Irak. L'information a été donnée par l'agence Amaq liée au groupe, qui ne précise toutefois pas la date de la mort. Omar le Tchétchène, né en Géorgie en 1986, est présenté comme un stratège et un personnage emblématique de l'État islamique. En Grande-Bretagne, Theresa May a déjà endossé le costume de Premier ministre. Elle a formé un gouvernement chargé de relever le défi du Brexit. L'équipe gouvernementale comporte beaucoup de pro-Brexit, mais aussi des pro-UE. Boris Johnson, principal meneur des pro-Brexit pendant la campagne pour le référendum hérite des affaires étrangères. Theresa May a aussi créé un ministère entièrement dédié au Brexit. Voilà, messieurs, c'est terminé pour cette édition. Encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Donner des orientations, avait énoncé un certain nombre de résolutions qui laissaient apparaître et la volonté et la disponibilité de nos partenaires marocains à nous aider à améliorer notre parc en matière d'équipement de prise en charge du cancer. Cette rencontre fait suite à la visite de travail de Mariam Sall au Maroc au début du mois de mai dernier. Les deux premières dames ont eu des échanges fructueux. Avec la fondation Servir le Sénégal, nous allons mettre en place la procédure pour prendre en charge des malades sénégalais indigents par la fondation Lella Silma dans les structures marocaines. Des maisons de vie que nous avons eu à visiter là-bas, et son Altesse royale, la princesse Lalla Salma, depuis notre séjour à Rabat, avait déjà énoncé sa disponibilité à nous aider, nous au Sénégal, à nous appuyer dans la réalisation immédiate d'une maison de vie, qui serait une structure médico-sociale, dont la vocation serait de servir, de pouvoir héberger pas seulement le malade, mais également l'accompagnant. Le cancer du col de l'utérus et celui du sein ainsi que celui de l'enfant sont pris en compte dans le cadre du partenariat. Le Maroc, un des leaders dans la lutte contre le fléau, mettra son expertise et son expérience au profit du Sénégal. Les poteaux béton destinés au volet électrification rurale du programme d'urgence de développement communautaire sont prêts à la livraison, tout comme les équipements post-récolte prévus pour les régions de Tambacounda et Kédougou. En mission de supervision des travaux, le directeur national du PUDC s'est félicité du respect des délais par Bounatchaoua. Le marquage des 5402 poteaux béton fabriqués en 4 mois seulement, l'entreprise contractante a dû quadrupler sa capacité de production car jamais elle n'avait reçu une commande aussi importante. Seulement au PUDC, tout est urgence et malgré tout, ont été mobilisés. Ils ont travaillé sans discontinuer. D'une équipe de 50 personnes en moyenne que nous avions auparavant, on est monté à des pointes de 210 personnes avec des équipes de nuit et des équipes de jour. Donc on a travaillé carrément à feu continu pendant ces 4 mois-là. Et le résultat est là. Bon, et c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir contribué à cette possibilité-là. Donc d'avoir autant de poteaux en stock au secours et en étant au secours, ça a été vraiment un défi qu'on a pu relever. Accompagné du comité technique, le directeur national du programme d'urgence de développement communautaire s'est félicité de la qualité du travail et du respect des délais impartis. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où le contrat qui a été donné à l'entreprise consistant à construire
5400 poteaux de béton est aujourd'hui arrivé à son terme parce que nous avons pu constater que l'ensemble des poteaux de béton est construit déjà. Prochain, en tout cas qu'on puisse maintenant commencer à les vulgariser. Pour l'ISRA et ses partenaires, il faut aller vite dans cette dynamique. Objectif être au rendez-vous de 2017 en matière d'autosuffisance en riz dans le pays. Il faut produire ce que le Sénégalais veut, ce qui fait que si nous arrivons à avoir l'autosuffisance en riz, l'importation n'aura plus de sens parce qu'on aura produit assez, mais aussi en qualité et en quantité parce qu'on aura atteint le double objectif de quantitatif mais également qualitatif, c'est-à-dire répondant aux besoins des consommateurs. Sur le terrain, le travail de recherche a enregistré des avancées significatives car toutes les préoccupations du consommateur ont été prises en compte. Le ministère de la Gouvernance locale, de l'aménagement et du développement du territoire, en collaboration avec la FAO et l'ONUDI, a tenu un atelier de validation du document du programme conjoint de création d'opportunités pour le développement économique du monde rural, Procodem. Il s'agit pour les acteurs d'élaborer une feuille de route pour les zones d'intervention. Fatima Tabanelba. Faire bénéficier aux populations des zones rurales, surtout les femmes et les jeunes, d'emplois décents et la création de revenus, c'est la mission du système des Nations Unies à travers le Procodem. Ce programme cible les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou pour un budget de 5 millions de dollars. La mission consiste ainsi à appuyer le gouvernement à réaliser l'acte stratégique document de politique économique et sociale, création d'opportunités pour le développement économique du monde rural, accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et de faire bénéficier aux populations des zones rurales les plus défavorisées et plus particulièrement aux femmes et aux jeunes des initiatives d'emploi décents et de création de revenus ainsi qu'une meilleure sécurité alimentaire. Depuis 2013, l'État du Sénégal a mis en œuvre l'acte 3 de la décentralisation, une réforme qui entre en droite ligne avec le Procodem. Ce programme en formulation nous paraît extrêmement important parce que son objectif, c'est de faire en sorte qu'à la base, au niveau rural, qu'il y ait de la création d'activités. Et le ministère suit particulièrement ce projet dans la mesure où la dimension développement de notre département va effectivement à ce niveau-là être explorée. La mise en œuvre de ce programme conjoint permet au système des Nations Unies de faire valoir le concept de Delivering as One ou en français Unis dans l'action, réforme dans laquelle le gouvernement s'est engagé. Une fois le document validé au cours de ces 2 jours de réflexion, les acteurs espèrent à travers ce programme renforcer la résilience des familles vulnérables et augmenter les capacités productives du monde rural. Plus de 13 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Sonatel devra payer à l'État du Sénégal. L'annonce a été faite ce matin par le directeur général de l'ARTP lors d'un point de presse. Cette pénalité concerne la violation par Sonatel de certaines obligations. 15 étudiants sénégalais pour les étudier en Chine pendant 5 ans dans le domaine de l'ingénierie. En fait, nous voudrions quand même faire notre contribution dans le domaine de formation des jeunes sénégalais. Autre audience, celle que le président de la République a accordée au PCA de Toro Gold, accompagné entre autres de la chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne qui soutient le projet. L'entreprise britannique est détentrice d'une concession minière dans la région de Kédougou. Nous allons investir 170 millions de dollars pour un projet qui commence dès la réception de la concession minière et c'est parti pour avoir une durée de 10 ans. Nous sommes très contents d'être au Sénégal et d'investir ici parce que notre collaboration a été formidable avec le gouvernement sénégalais et nous sommes confiants que notre collaboration va continuer à être parfaite. Le Sénégal a des lois concernant l'environnement très strictes et qui font de pair avec nos lois, nous en Europe et en Occident. Donc nous avons vu tous ces détails-là pour que ça soit normal et que le Sénégal ne soit pas affecté par quoi que ce soit. L'ambassadeur du Canada au Sénégal est lui venu faire ses adieux au chef de l'État. Au terme de 3 ans de service à Dakar,
Philippe Beaune a été fait commandeur dans l'ordre national du Lion. Je suis très honoré par ce geste que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait, par cet honneur qu'il m'a accordé. C'est une visite d'adieu. Malheureusement, je suis maintenant à mon terme de mon mandat ici et on a pu discuter de ces derniers 3 ans. Ces 3 ans où j'ai été très heureux d'être au Sénégal, puis œuvrer à resserrer les liens entre le Canada et le Sénégal au bénéfice mutuel à la fois du Sénégal et du Canada. C'est avec beaucoup de tristesse que nous quittons, ma famille et moi. Le diplomate garde du Sénégal sa teranga légendaire et reste confiant quant à l'avenir des liens entre peuples canadiens et sénégalais. Et puis une délégation de la Fondation Lalla Salma a rencontré les membres de la Fondation Servir le Sénégal. Ceci pour l'élaboration d'un plan d'action de lutte contre le cancer au Sénégal. La première dame du Maroc, à travers sa fondation, va appuyer notre pays pour faire reculer ce fléau. Diana Badia. Aider la Fondation Servir le Sénégal à élaborer un plan d'action de lutte contre le cancer, c'est l'objet de la visite de la Fondation Lalla Salma. Par le biais d'un partenariat, le Maroc va accompagner dans le domaine des infrastructures et des équipements. La Commission a réfléchi sur les possibilités de renforcer ce parc. Et sur ce plan-là, je pense que depuis le Maroc déjà, son Altesse royale, la princesse Lalla Salma avait... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journal édition du 20h, voici les titres. Les précisions du chef du gouvernement sur les opérations de retrait des enfants de la rue. L'exigence de sécurité prime sur toute autre idée visant à combattre un quelconque système d'enseignement, indique le Premier ministre qui a rencontré ce matin la Fédération des maîtres coraniques pour parler de cette question. Et puis, ce sont les symboles d'une banlieue en pleine mutation. Guédiawaye, Parcelles, Assénie, dans le cadre des reportages consacrés au Conseil des ministres décentralisé à Dakar. Focus ce soir sur ces villes voisines, démographie, infrastructure, économie, transport, entre autres. Tout sur le 4e département de la région de Dakar et sur l'une des communes où habitent plus de 300 000 personnes avec une vingtaine d'unités. Financement des PME, PMI, mise à niveau des entreprises, implication dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La rubrique économie de ce soir nous parle de tous ces aspects qui peuvent participer à améliorer la productivité et augmenter le taux de croissance au Sénégal. Bienvenue à tous. Série d'audience au Palais de la République. Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Canada au Sénégal en fin de mission à Dakar. Le PCA de l'entreprise britannique Toro Gold est également venu exposer son projet d'exploitation minière dans le Sénégal oriental. Mais avant lui, le PDG de CRBC a rendu compte au président de la République de l'exécution des travaux de l'autoroute Ila Touba. 60 km de terrassement ont été déjà réalisés. La synthèse de Aboubakri Khan. Le PDG de l'entreprise chinoise CRBC est venu rendre compte au président de la République de l'état d'avancement des travaux de l'autoroute Thiès-Touba. Qualité du travail, emploi d'une main-d'œuvre locale, respect des délais d'exécution et protection de l'environnement, autant de points abordés au cours de l'audience auxquels le chef de l'État accorde beaucoup d'importance. Nous avons déjà réalisé plus de 60 km de terrassement, donc ça c'est déjà avant le délai. Nous avons déjà engagé plus 1600 personnes locales. Alors nous connaissons aussi l'importance de protection de l'environnement autour de projets. Donc maintenant, nous avons déjà réalisé plus de vingtaine de forages et nous avons aussi l'intention de faire sous-traiter le plus possible les sociétés locales. Notre idée, c'est que tout ce que les Sénégalais peuvent faire, on va laisser les Sénégalais le faire. Les promoteurs de l'autoroute Ila Touba ont également exprimé leur souhait de contribuer à la formation des jeunes Sénégalais à travers l'octroi de bourses d'études. Oui, nous avons l'intention de financer. En 4 mois, ceci est une performance et nous tenons à féliciter l'entreprise locale qui a eu ce marché.
Ces poteaux sont prêts à la livraison. Ils annoncent le démarrage de la mise en œuvre du volet électrification rurale du programme d'urgence développement communautaire. Ils sont principalement destinés aux lignes moyenne tension. Cela s'inscrit dans le cadre donc du volet électrification rurale du PUDC qui, pour le rappeler, prévoit d'électrifier plus de 500 villages, exactement 540 villages. Et ceci contribuera à améliorer le taux d'électrification rurale. Vous savez que M. le Président de la République, M. Macky Sall, a fixé au gouvernement l'atteinte de 60% d'électrification rurale en 2017 et le PUDC dans son volet électrification rurale contribuera pour beaucoup à l'atteinte de cet objectif. Autre volet important, les équipements post-récolte. Pour leur réalisation, le PUDC a privilégié les entreprises nationales, comme ici la Sismar, qui a reçu une commande de 408 unités, destinées aux régions de Tambacounda et Kédougou. L'entreprise a déjà réalisé 301 moulins et des cortiqueuses. Ceci est très important. J'en reviens à ceci, il y a de l'expertise locale qu'il faut exploiter. Voilà. Ce qu'on peut faire ici au Sénégal, bon, je dis ce serait dommage de le faire à l'extérieur, parce que non seulement ici on crée des richesses, mais moi je dis on résorbe le chômage des jeunes. Sur les 5500 équipements prévus à l'échelle du pays, 354 ont été déjà livrés dans les régions de Fatick, Tambacounda et Kédougou. L'idée est d'amoindrir le plus possible les travaux pénibles des femmes vivant dans les zones rurales. L'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA teste de nouvelles variétés de riz dans la vallée. Grâce à la coopération coréenne, ces cultures devront améliorer le niveau de productivité des paysans. Coût du projet, 500 millions de nos francs, Lamine Touré. L'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA et ses partenaires à l'écoute des producteurs rizicoles de la vallée. Au menu de ces échanges, l'opportunité de l'introduction de nouvelles variétés de riz grâce à la coopération coréenne. Le Sahel 108 est en phase d'être fortement concurrencé. Avec ces variétés-là, cette variété par exemple coréenne que vous venez de voir, qui est une variété à cycle court, qui donne un rendement très élevé. Un producteur les a tellement aimés parce que sa famille un jour a eu à en préparer. Ces nouvelles variétés de riz en phase test à Dagana comme dans la commune de Rosso ont produit des résultats satisfaisants. Les producteurs l'ont signifié tout au long de cette visite de terrain. Pour la variété Jasmine, on l'a déjà fait à Mbagam. C'est une variété qui produit, qui a un très bon rendement. 12 tonnes à l'hectare, agréable à la consommation, parfaite adaptation dans la zone, reste la question de l'homologation. D'ici la semaine prochaine, je suis très précis, il faut que ces dossiers d'homologation soient très vite montés, qu'ils soient transmis au niveau du CNCPS, qu'on puisse les homologuer dans le plus court terme et que donc dans l'hivernage